Oh, mais bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va être la section 4.6 qui vient du livre de Physique XXI, le tome B. Donc voilà, la section 4.6, ça s'appelle le champ magnétique généré par un long fil rectiligne et on va avoir une équation qu'on va voir dans quelques instants, mais juste avant peut-être de débuter là, puis d'aller dans l'équation comme telle, juste vous faire réaliser en fait que qu'est-ce qui arrive avec la section 4.6. Okay? Donc on dit là c'est le champ magnétique qui est généré par un long fil rectiligne. On va voir l'équation, ça va être généré quand il y a un courant qui va passer dedans. Donc je sais pas si ça vous surprend, ok, mais depuis le début de la section du chapitre 4, ok, ce qu'on dit tout le temps, c'est que, ben oui, vous avez je vous ai montré là, des formules avec des champs magnétiques, tout ça. Vous savez par exemple que si vous avez une particule là, qui se déplace avec une certaine vitesse dans une zone où il y a un champ magnétique, ok, ben la particule va ressentir une certaine force magnétique. Okay? Dans ce cas-ci, la force magnétique serait vers le haut, par exemple. Okay? Donc c'est ça. Fait vous savez que vous savez que les champs magnétiques, ça existe. Okay? Et vous savez que ça peut interagir avec des particules pour faire des forces magnétiques. Sauf que jusqu'à présent, on avait toujours supposé là, ou mentionné que les champs magnétiques étaient créés par des aimants. Okay? Et soit des aimants là, qui avaient des formes comme ça, là, un pôle nord en haut, un pôle sud en bas, donc ça faisait des espèces de lignes de champs magnétiques là, qui sortaient du pôle nord puis qui rentraient dans le pôle sud. Donc ça ressemblait à bon, quelque chose comme ça, on pourrait dire. Les aimants pouvaient avoir différentes formes. Donc on avait déjà vu des aimants qui ressemblaient un peu plus à des fers à cheval, mais en tout cas, jusqu'à présent, on avait toujours dit que les champs magnétiques étaient générés par des aimants. Okay. Puis là, ce qu'on va voir aujourd'hui dans la section 4.6, c'est qu'il y a des champs magnétiques qui peuvent être générés quand vous avez des courants qui se déplacent dans des fils. Donc, je ne sais pas si ça vous surprend, okay, mais historiquement, ça a surpris beaucoup de personnes. Okay. En fait, le premier qui a découvert ça, qu'un courant circulant dans un fil électrique pouvait produire un champ magnétique, c'est un monsieur qui s'appelle Ørsted, okay, Hans Christian Ørsted. C'est en 1820 qu'on a découvert ça pour la première fois. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que ça a été un petit peu découvert par erreur. C'est-à-dire que Monsieur Ørsted, lui, ce qu'il faisait, c'est que il aimait beaucoup là, l'électricité là, et le magnétisme. Okay? Et il faisait des petites démonstrations. Fait que souvent, il allait dans des universités ou dans des rassemblements, dans des villages, tout ça. Puis, il amenait là, du matériel avec lui. Il amenait des fils électriques, il amenait des piles, il montrait il faisait des petites démonstrations. Peut-être je sais pas, il montrait qu'est-ce qui arrive quand vous branchez, par exemple, des ampoules en série ou en parallèle ou des choses comme ça. Puis, il y avait aussi des aimants. Fait qu'il faisait des petites démonstrations avec des aimants, comme de quoi que les aimants, ça peut s'attirer, ça peut se repousser, dépendamment comment on les place. Okay? Donc, quand il arrivait pour faire des démonstrations, il mettait son matériel sur la table, puis il invitait les gens à venir regarder ça, puis bon, tout ça. Il faisait des petites démonstrations. Et, fait que c'est vraiment juste par hasard qu'à un moment donné, il a fait une démonstration qui impliquait du courant électrique. Okay. Et il y avait les aiguilles d'une boussole, okay, qui était pas trop loin de sa démonstration, mais l'aiguille de la boussole faisait pas partie de sa démonstration qu'il était en train de faire avec son courant électrique. La boussole, puis c'était pour faire une autre expérience avec des aimants, tout ça un peu à côté sur sa table. Et il a remarqué que pendant qu'il était en train de faire sa démonstration avec le courant électrique, il remarquait que dès qu'il y avait du courant électrique, dès qu'il branchait la pile, finalement, dès que le courant électrique passait dans son fil, ça faisait bouger l'aiguille de la boussole. Et quand il branchait la pile de l'autre côté, ben l'aiguille de la boussole pointait dans l'autre direction. Et c'est là qu'il s'est rendu compte un peu par erreur que, hey, quand on fait passer un courant électrique dans un fil, ça peut influencer des aiguilles de boussole qui sont à proximité du fil, et donc ça venait démontrer qu'un courant électrique qui circule dans un fil peut générer un champ magnétique. Okay? Parce qu'on sait que ce sont les champs magnétiques qui vont influencer la direction dans laquelle l'aiguille d'une boussole peut pointer. Donc c'est véritablement comme ça que ça a été découvert historiquement. Donc c'est pas quelqu'un qui recherchait ça, c'est pas quelqu'un qui avait prédit ça, là, que du courant électrique ça allait produire un champ magnétique. C'est vraiment une découverte qui a été faite par hasard, on pourrait même dire un peu par erreur. Okay? Fait que dans le fond, il a juste été au bon endroit, au bon moment, puis avec le stock qui était placé comme ça un peu par hasard sur sa table, qui a découvert
cette relation-là. Fait que c'est quand même cool de savoir que ça a été trouvé comme ça historiquement. Okay? C'est sûr qu'une fois que ça a été découvert, là on a étudié ça en détail, on a regardé qu'est-ce qui se passait avec ça, et on sait maintenant ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est que oui, effectivement, si vous avez un courant électrique qui passe dans un fil, ça va produire du champ magnétique. Okay. On a une formule, okay, pour le calculer, tout ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous regardez le schéma ici, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. C'est que si vous avez un courant électrique qui se promène dans une certaine direction, ça va produire des lignes de champ magnétique qui vont avoir tendance à tourner autour du fil, si vous voulez. Les lignes de champ magnétique vont former des cercles concentriques qui sont tout le temps dans des plans qui sont perpendiculaires à l'axe du fil. Donc, par exemple, dans le schéma ici, vous avez un fil qui est vertical avec un courant qui pointe vers le haut, et il y aurait des espèces de cercles comme ça, des lignes de champ magnétique qui sont dans des plans horizontaux, des plans horizontaux, okay? Fait que vertical et horizontal. Donc, c'est vraiment des plans qui sont perpendiculaires au plan du fil. Et le champ magnétique va avoir tendance à tourner comme ça. Dans quelle direction il va tourner? Ben là, il faut utiliser une autre version de la règle de la main droite. Donc, vous prenez votre main droite, okay, et avec votre pouce, vous allez pointer dans le sens du courant électrique. Et une fois que votre pouce va pointer dans la direction du courant électrique, si vous essayez de replier vos doigts, okay, en fait, vos doigts, le sens dans lequel vos doigts peuvent se replier, ça va vous indiquer le sens d'enroulement, en fait, le sens dans lequel vont tourner les lignes de champ magnétique. Okay? Comme dans cet exemple-là ici. Donc, si on prend notre pouce puis qu'on le pointe vers le haut, dans le même sens que le courant, on va voir que nos doigts vont nous indiquer dans quel sens le champ magnétique va pointer. Okay? Et l'équation, c'est ça ici. Si on veut trouver le module du champ magnétique, okay, c'est une constante, mu0, divisé par 2π. Donc, mu0 sur 2π, ça c'est juste une constante. Ça dépend du courant qui passe dans votre fil. Okay? C'est directement proportionnel au courant qui passe dans votre fil. Donc, plus que le courant qui passe dans votre fil est grand, plus que le champ magnétique va être grand aussi. Okay? Et ça décroît comme 1 sur R. Okay? Et fait que donc, plus on est loin du fil électrique, plus le champ magnétique va diminuer. Okay. Et dans le fond aussi, vous avez une représentation. Là, si on trace par exemple une ligne là, entre le fil et un point qui nous intéresse, ce point-là va être à une certaine distance R de notre fil électrique. Okay. Et à ce point-là, on sait qu'il y aurait un vecteur champ magnétique qui va pointer dans cette direction-là, parce qu'on sait que le champ magnétique va avoir tendance à tourner dans cette direction-là. Le champ magnétique, le vecteur champ magnétique va toujours être tangent à ce cercle-là. Okay. Et donc, vous voyez, il va former un angle de 90 degrés ici avec la ligne R qu'on a tracée. Et c'est ça, le module du champ magnétique, ça va être mu0i sur R. Okay. Donc, plus que I est grand, plus que c'est fort, plus que R est grand, plus que c'est faible. Okay. mu0, c'est une constante qu'on va retrouver dans les formules là, de magnétisme. Et ça vaut 4 fois pi fois 10 à la moins 7. Okay, donc 4 fois pi fois 10 à la moins 7 pour la valeur de mu0. Donc avec ça, vous allez être capable de calculer n'importe quel module de champ magnétique, et avec la règle de la main droite, vous savez dans quel sens est-ce que le champ magnétique va pointer. Okay. Ça ici, c'est une représentation, là, c'est un fil électrique, justement, dans lequel on fait passer un courant. Et ici, on avait un petit morceau de carton, de plastique, là, sur lequel on avait saupoudré de la limaille de fer. Et vous voyez que pendant qu'on est en train de faire passer un courant dans notre fil électrique, il y a la petite limaille de fer là, va se placer, hein, parce que ça va, c'est des matériels ferromagnétiques, donc ça va devenir comme momentanément des petits aimants qui vont s'orienter pour pointer dans le même sens que les lignes de champ magnétique. Fait qu'on voit vraiment que ça dessine des espèces de cercles concentriques là, qui tournent autour de notre fil, comme c'est représenté dans notre schéma ici. Okay. Ici, vous avez un schéma vu en perspective, si vous voulez. Fait que vous avez un fil là, qui est vertical, avec du courant qui va vers le haut. Okay. On pourrait imaginer aussi d'autres points de vue. Okay. Si je vous montrais ça, par exemple, je vous disais, imaginez qu'ici, vous avez un fil électrique qui peut soit entrer ou sortir de l'écran. Je vous le dis pas encore, c'est un des deux. Okay. Mais si je vous dis que vous avez un fil comme ça, qui est soit avec du courant, soit qui entre ou qui sort de l'écran, okay. Sachant que ça produit une espèce de champ magnétique comme ça, okay, qui a tendance à s'enrouler là, ou à tourner dans le sens anti-horaire. Okay. Donc avec ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour le courant? Ben ça, on respecte la règle de la main droite. On sait que si vous prenez votre main droite puis vous faites un enroulement
anti-horaire, vous allez avoir un pouce qui pointe vers vous. Donc ça signifie que ce serait comme un fil électrique avec du courant électrique qui sort de l'écran. Okay? Fait que si vous mettez votre pouce qui sort de l'écran, vous allez voir que vos doigts de votre main droite, là, ils s'enroulent dans ce sens-là. Okay? Donc, je vais des petits schémas pour tout mettre ça tout comme résumer tout ça. Là. Donc ici, c'est justement, imaginez que vous avez un fil. Okay? Ici, si vous avez du courant électrique qui sort de l'écran, ben ça va faire que les champs magnétiques vont s'enrouler dans le sens anti-horaire. Okay? Et si vous avez plutôt un fil avec du courant qui entre dans l'écran, ben ça va faire des lignes de champs magnétiques qui vont tourner dans le sens horaire. Okay. Et si vous regardez ici, j'ai dessiné quelques-uns de ces vecteurs-là. Okay, donc on voit dans quel sens ils vont pointer. Comme je disais tout à l'heure, si vous tracez une ligne droite jusqu'à un certain endroit, un certain point, là, point P qui vous intéresse, ben ça, ce serait la distance R qu'il y a entre votre fil et le point P qui vous intéresse. Et comme les vecteurs champs magnétiques sont toujours tangents, hein, au cercle comme ça, il va toujours avoir un angle de 90 degrés entre la distance R et le vecteur champ magnétique là, qui vous intéresse. Okay. Et qu'avec la règle de la main droite, on voit dans quel sens vont pointer nos vecteurs champs magnétiques. Et avec la règle ici, vous voyez que, bon, je les ai dessinés que plus qu'on s'éloigne de notre fil, plus que les vecteurs champs magnétiques sont petits. Hein, fait que ça vient rendre justice à ça ici. Le champ magnétique, ça décroît comme 1 sur R. On pourrait dire que le champ magnétique, là, il est proportionnel à 1 sur R. Okay. Donc ici, c'est la même chose. Hein, c'est juste que les vecteurs tournent dans l'autre direction. Okay. Ici, je vous montrais là, des fils, soit qui, avec un courant électrique qui sort de l'écran ou qui entre dans l'écran. Je pourrais dessiner les fils vus de côté, comme ça, okay, avec des fils horizontaux, avec du courant qui va soit vers la gauche ou vers la droite. Okay. Si vous avez un courant électrique qui va vers la gauche, ben, si vous voulez savoir dans quel sens vont pointer les champs magnétiques, prenez votre main droite, faites pointer votre pouce vers la gauche, puis l'enroulement, le sens de vos doigts va vous dire l'enroulement des lignes de champ magnétique. Si le courant va vers la droite, l'enroulement va être dans le sens contraire. Okay. Fait que c'est ça, j'ai représenté là, les lignes de champ, ben, j'ai indiqué les lignes de champ magnétique comme ça, okay, en utilisant les symboles qu'on connaît. Fait que le petit X, ça veut dire quelque chose qui entre dans l'écran. Le petit rond, ça veut dire quelque chose qui sort de l'écran. Donc effectivement, si vous avez un courant électrique qui va vers la gauche, ben, ça va faire des lignes de champ magnétique qui vont tourner dans ce sens-là. Si vous voulez, c'est difficile à dessiner. Là, ça va ressortir ici. C'est ça. Enfin, dans le fond, les lignes de champ magnétique vont tourner autour du fil électrique. Dans toutes les régions qui vont être en haut du fil, le champ magnétique va entrer dans l'écran. Il va passer derrière le fil. Puis quand on est dans les régions qui sont en bas du fil, le champ magnétique va ressortir. Hein, ça va tourner comme ça, en 3 dimensions. Toujours des cercles là, qui vont tourner autour de notre fil. Et si le courant va dans l'autre direction, ben là, c'est le contraire. On va avoir le champ magnétique qui sort ici. Donc, en haut du fil, les lignes de champ magnétique vont sortir. Ça va aller en bas, ça va rentrer, puis ça va passer derrière le fil, ça va ressortir de l'autre côté. Donc, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Okay. Fait que c'est bon d'être capable de savoir dans quel sens vont pointer vos lignes de champ magnétique. Okay. Puis encore une fois, là, comme que le champ magnétique est proportionnel à 1 sur R, vous voyez ce que j'ai fait. Là, quand on est près du fil, donc quand la distance R est petite, j'ai dessiné des symboles plus gros, hein, ça montre que le champ magnétique est plus fort. Puis quand vous vous éloignez du fil, là, quand votre distance R augmente de plus en plus, ben le champ magnétique est de plus en plus petit parce que justement c'est proportionnel à 1 sur R. Okay. Voilà, donc dans la section 4.6, c'est ça l'équation l'équation importante de la section 4.6. Okay? Ça nous dit comment calculer le module du champ magnétique. Okay? Dépendamment c'est quoi le courant qu'il y a dans votre fil électrique et à quelle distance R vous vous trouvez. Okay? Donc le genre de problème qu'on peut vous demander dans la section 4.6, il y en a différents styles. Okay. Quelque chose d'assez simple, ce serait tout simplement de vous demander de calculer c'est quoi le champ magnétique total produit à un certain point, comme c'est le cas dans la situation 1. Okay. Donc on vous donne 2 fils électriques avec leur position exacte là, dans un plan XY. Et on dit là le fil numéro 1, c'est un courant qui sort de l'écran, c'est un courant de 4 ampères. Et le fil numéro 2, c'est un fil électrique avec du courant qui entre dans l'écran. Et cette fois-ci, c'est un courant de 8 ampères. Okay. On vous demandait de calculer c'est quoi le champ magnétique total qui est produit au point P avec ses coordonnées, okay, dans le plan cartésien x égale 3, y égale à 2.
Okay. Donc ça, ce qu'on peut faire pour calculer ça, c'est tout simplement qu'on applique le principe de superposition. Hein? Un peu comme quand on vous demandait, par exemple, de calculer le champ électrique total produit par plusieurs particules. Ce qu'on faisait, c'est qu'on calculait le champ électrique individuel produit par chacune de nos particules, et ensuite on additionnait ensemble nos vecteurs. On appelle ça le principe de superposition. Mais le principe de superposition, ça s'applique aussi pour les champs magnétiques. Okay. Fait qu'il faut d'abord calculer séparément, là, individuellement, c'est quoi le champ magnétique qui est produit par chacun de nos deux fils électriques au point P. Okay. Par exemple, ici, là, pour le fil avec le courant I1, le fil sort, le courant électrique sort de l'écran. Okay. Et on sait que quand le courant électrique sort de l'écran, ça fait des lignes de champ magnétique qui vont tourner dans le sens antihoraire, okay, qui vont tourner comme ça. Donc, en particulier là, au point P, si vous avez des cercles concentriques là, avec des lignes de champ magnétique qui tournent dans le sens antihoraire, ben, au point P, le champ magnétique produit par le fil, là, par le courant I1 va pointer exactement dans ce sens-là. Si on se trace là, une ligne directe entre notre fil et le point P qui nous intéresse, la longueur de cette ligne-là, ce serait la distance R1 qu'on va devoir plugger dans cette formule-là. Et comme je disais tout à l'heure, comme les lignes de champ magnétique sont toujours tangentes au cercle, ça veut dire qu'il va y avoir un angle de 90 degrés ici entre la ligne R que vous venez de tracer et votre vecteur champ magnétique. Okay. Donc là, il faudrait faire quelques calculs. Il faudrait calculer la distance de R, ça se fait par Pythagore. Okay. Et une fois qu'on a la distance R et qu'on connaît le courant, on pourrait calculer le module du champ magnétique. Okay. On sait que ce vecteur champ magnétique-là, il est pas droit, là, il pointe un petit peu en diagonale. Okay. Mais on pourrait calculer cet angle θ-là parce qu'on a un triangle rectangle. Et on sait que l'angle entre le vecteur ici et la ligne qui s'appelle R1, c'est 90 degrés. Donc si on connaît l'angle θ c'est le même que l'angle θ ici. Ce sont deux angles alternes internes. Donc si on fait 90 degrés moins θ, on va trouver l'angle alpha. Okay, donc ça nous donne l'angle que forme le vecteur B1 avec l'axe X. Donc on va être capable de décomposer comme ça ces composantes en X et en Y pour être capable de les additionner avec le vecteur B2. Parce que c'est ça, hein, quand on veut additionner ensemble plusieurs vecteurs, faut les décomposer en composante X, composante Y, et là on va pouvoir additionner composante par composante. Ça c'est pour le vecteur B1. Le vecteur B2 il est plus facile parce que comme le point P est directement en haut du fil I2, le vecteur B2, vous allez voir, il est tout simplement horizontal. Il pointe directement vers la droite. Donc, il y a uniquement une composante en X. Okay. Ici, le fil avec le courant I2, c'est un courant qui entre dans l'écran. Quand on a du courant qui entre dans l'écran, si vous prenez votre main droite, là, vous mettez votre pouce qui entre dans l'écran, vos doigts vont vous indiquer que les lignes de champ magnétique vont tourner dans ce sens-là, dans le sens horaire autour du fil. Et en particulier, là, si vous avez le point P qui est là, ben imaginez que vous avez là, un cercle avec des lignes de champ magnétique qui tournent dans le sens horaire. Ben, au point P, le champ magnétique va être tangent au cercle, donc pointer exactement vers la droite. Okay? Et d'ailleurs, si vous tracez une ligne là, entre votre fil et le point P qui vous intéresse, cette ligne-là s'appellerait R2, ben, votre vecteur champ magnétique est à 90 degrés de cette ligne-là. Okay. Ici, ce serait très simple parce que la distance R2, ce serait directement 2 mètres. Okay. Donc, on calcule le module du champ magnétique et on sait que le champ magnétique B2 pointe tout simplement vers la droite. Okay. Donc, je viens de vous expliquer qualitativement qu'est-ce qu'il faut faire. Okay. Si vous regardez les calculs, c'est vraiment ce que j'ai dit là. Fait qu'il faut calculer d'abord, il faut calculer par exemple un Pythagore pour trouver la distance R1. Il faut calculer des angles, okay, pour trouver notre angle alpha pour être capable ensuite de décomposer notre vecteur B1. Et quand on a les distances R et les valeurs de I, on peut calculer les modules de nos champs magnétiques. On décompose au besoin. Donc ici, le vecteur B1 avait besoin d'être décomposé en composante X, composante Y. Le vecteur B2, c'était facile. Il y avait tout simplement, il y avait juste une composante X. Il n'y avait pas de composante en Y. Et le principe de superposition, c'est ici qu'on l'applique. On dit que le champ magnétique total produit au point P, c'est la somme des deux vecteurs champ magnétique individuels. Donc, on additionne là, les composantes ensemble, toutes les composantes I ensemble, les composantes J ensemble, et on obtient notre réponse comme ça. Okay. Fait que c'est juste un exemple pour vous montrer que le principe de superposition, ça marche aussi pour les champs magnétiques. Quand ça fonctionnait pour les champs électriques, ben, ça fonctionne aussi pour les champs magnétiques. Donc, vous pouvez l'appliquer. Un autre genre de question qu'on se pose parfois dans la section 4.6, c'est une question qui ressemble énormément à ce qu'on se demandait dans la section 1.5, quand on était dans le chapitre 1. On avait par exemple deux particules chargées
placé le long d'un axe X, puis on se demandait dans quelle région est-ce qu'il allait avoir un point où le champ électrique total allait être égal à 0. Ben ici, ça va être vraiment l'équivalent de ce problème-là. Ça va être le même genre de raisonnement, vous allez voir, sauf que maintenant, ça va être des champs magnétiques. Fait qu'on va vous dire, là, vous avez par exemple deux fils électriques qui se trouvent là le long de l'axe X, et ces fils-là ont des courants. Okay. Et on va se demander dans quelle zone, en fait on veut calculer exactement là, à quel endroit se trouve un point P pour lequel est-ce que le champ magnétique total produit par les deux fils là, serait égal à 0. Okay. Donc ça c'est l'énoncé de la situation 2. On vous dit que de reprendre exactement la situation décrite dans la situation 1. Donc dans la situation 1, c'est les mêmes fils, okay? C'est-à-dire on a un courant ici qui sort qui est égal à 4 ampères, et ici on a un courant qui entre qui est égal à 8 ampères. Il y a une distance de 3 mètres entre les deux fils. Okay? Donc avant de se lancer dans les calculs, la première chose à faire, c'est évidemment de déterminer dans quelle région, dans laquelle de nos 4 régions, est-ce qu'il va y avoir le point P là, pour lequel le champ magnétique total est égal à 0. Okay. Fait qu'on applique exactement la même technique que pour les champs électriques quand on avait des particules, mais là on le fait avec des fils et des champs magnétiques. Donc on va regarder par exemple là, pour chacune des 4 régions, dans quelle direction vont pointer les vecteurs champs magnétiques produits par ces fils-là. Et on sait que la région qui nous intéresse, c'est une région pour laquelle les deux vecteurs vont pointer dans deux directions contraires pour que ça puisse s'annuler et donner 0. Okay. Par exemple, le fil numéro 1 ici, on a un courant qui sort de l'écran, et quand vous avez un courant qui sort de l'écran, on sait que ça fait des lignes de champ magnétique qui vont tourner dans le sens anti-horaire. Okay. Donc si on se concentre uniquement sur des points qui sont sur l'axe X, on sait que par exemple tous les points qui sont sur l'axe X dans la région A, ce fil-là va produire des lignes de champ magnétique vers le bas, et si vous êtes dans la région B, C et D, ça va produire des lignes de champ magnétique vers le haut, parce que les lignes de champ magnétique tournent dans le sens anti-horaire. Donc ça ressemblerait à ça, ce qui est produit comme vecteur champ magnétique là, par le fil ici, pour les différents points qui sont le long de l'axe X. Okay. Le deuxième fil, qui a un courant, lui, qui cette fois-ci, qui entre dans l'écran, avec votre main droite, si vous faites entrer votre pouce dans l'écran, vous allez voir que ça fait des lignes de champ magnétique qui vont tourner dans le sens horaire autour de ce fil-là. Donc, pour les 3 premières régions, ça va être des vecteurs champ magnétique vers le haut, et pour la région D, ça va être des vecteurs champ magnétique vers le bas. Donc, ça ressemblera à peu près à ça, ce qui est produit par notre fil ici. Donc, j'ai dessiné des couleurs là, pour pas qu'on se mélange. Okay. Et nous, on cherche un endroit où le champ magnétique total va être égal à 0. Okay? Donc c'est sûr qu'on recherche là, une zone dans laquelle les deux vecteurs champ magnétique là, produits par chacun des deux fils vont pointer dans deux directions différentes pour que ça ait une chance de s'annuler. Fait que c'est sûr que c'est pas dans la région B que ça va arriver. C'est sûr que c'est pas dans la région C non plus. Dans la région B et dans la région C, on le sait tout de suite que le champ magnétique total va pointer vers le haut. Là, on se retrouve avec deux zones, deux régions, soit la région A ou la région D, dans lesquelles les deux champs magnétiques vont pointer dans deux directions contraires. Laquelle de ces deux régions-là va être la bonne? C'est exactement le même truc que ce qu'on utilisait à la section 1.5. Quand on faisait ça, là, on écrivait la direction des vecteurs champs, des champs électriques, là, comme on était dans la section 1.5, on était tout de suite capable d'annuler deux régions. Il nous en restait deux autres régions, que là, on hésitait à laquelle choisir. On choisissait toujours, évidemment, là, la région qui était la plus proche de la particule qui était la plus faible, la particule qui était la moins chargée, pour que ça ait des chances de s'annuler puis de se compenser. Ici, c'est la même chose. Vous avez deux fils électriques. Quand vous tracez vos lignes de champ magnétique, vous le voyez tout de suite là, que la région B et la région C, ce ne sera pas ça. Vous allez donc éliminer tout de suite deux régions. Vous allez hésiter entre les deux régions restantes. La bonne région, c'est la région qui va être la plus proche du fil électrique qui a le courant le plus faible. Donc ici, si vous avez un courant de 4 ampères et de 8 ampères, évidemment, le fil numéro 1, il y a un courant qui est plus faible. Donc pour que ça ait une chance là, que les deux vecteurs champ magnétique s'annulent, vous devez être dans la région, ce serait la région A, dans la région qui est la plus proche du fil électrique qui porte le courant le plus petit. Okay. Ce qui arrive, c'est que quand vous êtes dans la région D, là, oui, c'est vrai que les deux vecteurs champ magnétique vont pointer dans deux directions différentes. Par contre, comme le fil bleu ici, là, il y a un courant plus fort. Donc, en général, il fait des champs magnétiques qui sont plus forts. Puis, en plus, vous êtes plus proche. Fait que dans cette région-là, là, c'est sûr et certain que le champ magnétique produit par le fil bleu va toujours être plus grand que le champ magnétique produit par le fil rouge. Donc, résultat, là, le champ magnétique total pour la région D, il va toujours pointer vers le bas. Donc, il sera jamais égal à 0. Fait que c'était pas cette région-là. C'est dans la région A que ça va se produire. Fait qu'il y a un point P
quelque part dans la région A, pour lequel le champ magnétique total va être égal à 0. Okay. Pour le calculer, ben là, encore une fois, on fait exactement comme on faisait à la section 1.5. Donc, on fait un schéma. Une fois qu'on a déterminé dans quelle région, là, on sait que c'est dans la région 1 ou la région A, on peut se définir une variable qu'on ne connaît pas encore, qu'on va appeler D. Et on va chercher on va chercher à isoler cette variable-là. Okay. On savait qu'il y avait une distance de 3 mètres entre nos deux fils. Donc la distance ici là qu'il y a entre le fil numéro 2 et le point P, on pourrait l'appeler D plus X0. Là, ici on a dit que X0 c'était égal à 3. On aurait pu l'appeler directement D plus 3. Okay. Donc ça c'est D plus 3. Et on veut que donc le module du vecteur, on veut que le module du champ magnétique 1 soit égal au module du champ magnétique 2. C'est ce qu'on a écrit là. On écrit les équations. On isole D. Okay, ça va se faire très facilement parce qu'il n'y a pas de racine carrée. C'est juste des termes là, qui sont... c'est juste des termes exposant 1. Il n'y a pas de racine carrée, il n'y a pas de puissance là, à la 2, à la 3, des choses comme ça. Donc ça s'isole très facilement sans avoir besoin de faire de formule quadratique. On trouve la distance D qui était 3 mètres. Et après ça, on peut reconvertir ça en coordonnées. On savait que l'origine, le fil 1 était placé à l'origine. On vient de trouver qu'on a une distance de 3 mètres. Ici, donc, la coordonnée du point P, ce serait x égale à moins 3, y égale à 0. Okay. Donc, c'est un genre de question qu'on peut se poser. À quel endroit est-ce que le champ magnétique total va être égal à 0, le long de l'axe X? Okay. Ici, je vous en montre des exemples de ça, avec des petites animations que j'ai trouvé sur Internet, là, je trouvais ça cool. Donc, si vous avez deux fils électriques, okay, si je vous demandais dans un premier temps, là, c'est quoi le sens des courants qu'il y a pour ces fils-là? C'est soit entrant ou sortant. Okay. Bon, on voit que ce fil-là, ça va être un courant qui va sortir du tableau, puisque ça fait des lignes de champ magnétique qui tournent dans le sens anti-horaire. Et lui, on voit que ça va être un courant qui va entrer dans le tableau. Okay. Maintenant, si je vous demandais lequel des deux fils porte le courant le plus grand, okay, ben, si vous regardez à quoi ça ressemble, les lignes de champ magnétique, vous allez voir que, globalement, c'est ce fil-là qui l'emporte. Okay. C'est lui qui a un courant c'est lui qui a le courant le plus fort entre les deux. Donc, avec des petits symboles, ça ressemblerait à ça. Fait que j'ai fait un gros symbole sortant, puis un petit symbole entrant. Donc, ça veut dire qu'ici, on a un fort courant qui sort de l'écran. Et ici, on a un petit courant qui entre dans l'écran. Okay. Puis, regardez là, le long d'une ligne qui passe par ces deux fils-là, il y a un point un peu bizarre. Je ne sais pas si vous l'êtes capable de le repérer sur l'écran, le point qui est ici. Okay. C'est à ce point-là que le champ magnétique est égal à 0. Okay. Ce serait l'équivalent du point P qu'on vient de calculer dans la question précédente. Et vous voyez que ce point P-là, il est dans la zone là, qui est plus près du fil qui contient que le courant le plus petit. Okay. Puis comme vous voyez, c'est ça, dans le fond, le fil ici qui a un courant plus faible que celui-là. C'est sûr que quand on va être proche de ce fil-là, il va comme dominer son espace immédiat. Là. Donc, lui va faire des lignes de champ magnétique qui tournent dans le sens horaire. Okay. Mais comme le fil ici est plus puissant que lui parce qu'il y a un courant plus grand, vous allez voir que si on regarde au loin dans notre schéma, là, vous voyez que les lignes de champ magnétique vont toutes tourner dans le sens anti-horaire. Puis même ici, là, il va y avoir comme une petite mini perturbation, là, mais quand même, si on regardait notre schéma vu de loin, là, on verrait vraiment des lignes de champ magnétique qui tournent dans le sens anti-horaire. Okay. Parce que c'est ce fil-là qui va dominer. Un autre exemple comme ça, cette fois-ci, les deux fils ont des courants électriques qui pointent dans la même direction. Okay, si vous regardez le sens de l'enroulement, c'est de l'enroulement dans le sens anti-horaire. Ça signifie donc que c'est des courants qui sortent de l'écran. Chacun des deux fils a un courant qui sort de l'écran. Et lequel le courant le plus grand? Si vous avez un bon sens de l'intuition, là, vous allez voir que c'est lui qui est en bas. Okay, donc lui porte un fort courant qui sort de l'écran. Et lui, un courant qui sort de l'écran, mais un peu plus faible. Okay. Et quand vous avez deux fils avec des courants qui pointent dans la même direction, le point P ou le champ magnétique est égal à 0, il va être quelque part entre les deux fils, toujours évidemment plus proche du fil que le courant le plus petit. Fait que si vous le voyez sur le schéma, il est ici, que le petit rond blanc qu'il y a là. Donc vous voyez qu'il est effectivement plus près du fil bleu que du fil rouge. Il est plus proche du fil qui est le plus faible. Okay. Et là, évidemment, c'est sûr que si les deux fils produisaient de l'enroulement dans le sens anti-horaire, quand on regarde notre schéma vu de loin, c'est évident qu'on va avoir là, de l'enroulement dans le sens anti-horaire aussi. Okay. Voilà, c'est juste pour vous montrer une petite illustration là, que j'avais trouvée sur Internet. Puis je trouvais ça cool d'identifier l'endroit où le champ magnétique est égal à 0.
Okay. Voilà, donc la troisième et dernière situation que je vais faire avec vous là, dans la situation 4.6, c'est un exemple qui est un peu, tu sais, qui allie des concepts là, puis des formules qu'on a vues dans les sections précédentes aussi. En fait, on va vouloir venir calculer c'est quoi la force magnétique qui va être produite sur un fil. Okay. La situation, c'est la situation 3 qui est décrite dans votre livre. Donc, on a deux fils électriques, le fil numéro 1 et le fil numéro 2. Les deux fils portent un courant vers la droite. Okay. C'est pas les mêmes courants. Le fil 1, c'est 3 ampères. Le fil 2, c'est 4 ampères. Okay. Il y a une distance de 2 mètres entre nos deux fils. Okay. Nous, ce qu'on veut déterminer, c'est qu'on veut déterminer la force magnétique que subit une portion du fil 2, dont la longueur est de 0.5 mètres. Fait qu'on va regarder le fil 2 ici. On va prendre un petit morceau de fil là, qui mesure 0.5 mètres de long. Et on veut savoir, on veut calculer c'est quoi la force magnétique que ce fil-là va ressentir. Okay. Donc, dans cet exemple-là, c'est vraiment la situation, c'est vraiment juste deux fils électriques. Okay. Fait qu'il n'y a pas d'aimant. Il n'y a pas de champ magnétique produit par des aimants. Les champs magnétiques, c'est des champs magnétiques qui vont être produits par les fils. Okay, par les courants dans les fils, parce qu'on le sait maintenant que quand vous avez un courant qui se déplace dans un fil électrique, ça va produire du champ magnétique. Okay. Ici, par exemple, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mélangent là. Ils savent plus quoi calculer. À cause de là, il y a deux fils. Ils savent plus quel champ magnétique calculer, quel courant utiliser, quelle distance utiliser. Okay. Ben, ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez calculer, la question c'est de calculer c'est quoi la force magnétique qui va être ressentie par le morceau de fil, un petit morceau du fil numéro 2. Okay. Fait que oui, c'est sûr que quand vous avez un fil avec du courant en présence d'un champ magnétique, ça va ressentir une force magnétique. Okay. Mais dans ce problème-là, quel champ magnétique est-ce que vous allez utiliser? Est-ce que c'est le champ magnétique qui est produit par le fil 1? Est-ce que c'est le champ magnétique qui est produit par le fil 2? Est-ce que c'est le champ magnétique total qui va être produit par les deux fils? Okay. Ben, pensez-y, c'est que si vous voulez calculer la force magnétique qui est produite, la force magnétique que ressent le fil 2, okay, ben nécessairement, le champ magnétique qui va agir sur le fil 2, c'est le champ magnétique que l'autre fil a produit. C'est le champ magnétique que le fil numéro 1 a produit. Okay. Le fil 1 porte un courant électrique, donc le fil 1 va produire du champ magnétique autour de lui, et c'est ce champ magnétique-là qui va interagir avec le fil 2. Okay. Le fil 2, oui, il va produire du champ magnétique parce qu'il y a un courant qui se déplace dedans, mais le fil 2, oui, on est d'accord, il va produire du champ magnétique autour de lui, mais le fil 2, il va pas se produire un champ magnétique sur lui-même. Ça n'aurait pas de sens, ok? Parce que si vous aviez par exemple un fil électrique tout seul dans l'univers, avec un courant qui circule dedans, ben le fil, s'il pouvait se produire un champ magnétique sur lui-même, il pourrait donc se produire une force magnétique sur lui-même, puis il se mettrait à accélérer indéfiniment là, dans une direction. Ça n'a pas de sens, ok? Donc c'est exactement la même chose qu'on avait dit quand on était dans le chapitre 1. On avait dit que, par exemple, une particule chargée ne peut pas générer un champ électrique sur elle-même. C'est comme un serpent qui essaierait de se manger lui-même, ça fonctionne pas. Okay? Ben, le champ magnétique, c'est pareil. Donc, de la même manière que ce qu'on avait vu là au chapitre 1, on peut dire ici là, qu'un fil ne peut pas générer un champ magnétique sur lui-même. C'est impossible, ça n'aurait aucun sens. Okay? Puis de toute façon, même si vous essayez de le calculer, là, le champ magnétique produit par un fil, on a vu la formule tout à l'heure, c'est mu0 sur 2pi fois I sur R. R, c'est la distance qu'il y a entre le fil et le point P où vous voulez calculer le champ magnétique. Okay. Si vous voulez calculer le champ magnétique que le fil 2 produit sur lui-même, ben le fil 2 il est à une distance 0 de lui-même. Okay. Remplacer R égale à 0 là-dedans, ça va vous donner comme quelque chose divisé par 0, ça va donner comme l'infini, donc vous voyez tout de suite que ça n'a pas de sens. Okay. Donc, c'est ça. Fait que je sais que c'est un petit peu mélangeant, là, mais faut bien comprendre que le champ magnétique qu'on va utiliser dans notre formule ici, c'est vraiment le champ magnétique que le fil 1 a produit à l'endroit où se trouve le fil numéro 2. Okay. Fait que ça, si on regarde comme il faut, avec ces données-là, fait qu'on connaît le courant qu'on a dans chacun de nos deux fils, on connaît la distance R qui sépare nos deux fils. Okay. Donc la première chose à faire, c'est de venir calculer le champ magnétique qu'on a appelé B1. Donc le champ magnétique B1, c'est le champ magnétique que le fil numéro 1 a produit à l'endroit où se trouve le fil numéro 2. Okay. Donc si on prend la règle à main droite, okay, on sait que bon, dans le fil numéro 1, il y a un courant qui pointe vers la droite. Donc si vous mettez votre pouce qui pointe vers la droite, vos doigts vont vous reproduire le sens d'enroulement du champ magnétique. Okay. Donc vous voyez que quand vous allez être par exemple en haut du fil,
ça va produire du champ magnétique qui sort de l'écran. Et si vous étiez en bas du fil, ça vous produirait un champ magnétique qui entrerait dans l'écran. Okay, donc on sait dans quelle direction le champ magnétique va pointer. Fait qu'on sait que à l'endroit où se trouve le fil 2, le champ magnétique qui va être produit par le fil 1, c'est du champ magnétique qui sort de l'écran. Okay. Maintenant, on peut le calculer, son module, avec la formule qu'on a vue, qu'on vient de voir là, la section 4.6, c'est mu0 fois I sur R. C'est le fil 1 qui génère ce champ magnétique-là. Donc on utilise là, évidemment le courant du fil numéro 1, qui est 3 ampères. Et la distance R, c'est la distance qu'il y a entre le fil et l'endroit qui vous intéresse où vous voulez calculer le champ magnétique. C'est à une distance de 2 mètres. Il y avait 2 mètres entre les fils, donc on met R égale à 2 dans notre formule. Donc ça nous donne un nombre de Tesla. C'est le module du champ magnétique que le fil 1 a produit à l'endroit où se trouve le fil numéro 2. Et là, maintenant que vous connaissez ça, là, vous êtes prêts à utiliser l'équation qu'on avait vue là, dans une section précédente pour calculer le module de la force magnétique ressentie par un fil. Okay. On pourrait d'abord trouver dans quelle direction ça va pointer. Okay, on effectue la règle de la main droite. Là, on sait que l'équation, c'était que bon, la force magnétique produite sur un morceau de fil, c'est I, produit vectoriel du vecteur L avec le vecteur B. Okay. Donc ici, le vecteur L pour le fil numéro 2, le vecteur L, on se rappelle, il pointe toujours dans le même sens que le courant. Donc le fil numéro 2, lui, a un courant qui va vers la droite. Donc son vecteur L pointe vers la droite. On vient de dire qu'il se trouve dans une zone où il y a un champ magnétique qui sort de l'écran. Donc si on prend la règle de la main droite, on fait le produit vectoriel entre le vecteur L et le vecteur B. Donc on pointe nos doigts dans le sens du vecteur L. On replie nos doigts dans la direction du champ magnétique, et quand on fait ça, on voit que ça nous donne un pouce qui pointe vers le bas. Donc ça nous indique que ce morceau de fil-là va ressentir une force magnétique qui pointe vers le bas. Okay, donc on l'a tout de suite dessiné sur notre schéma. Le fil 2 va ressentir une force magnétique qui pointe vers le bas, et on peut calculer son module. Hein, c'est le module de ça ici. Donc c'est I fois L fois B, tout en module, hein, multiplié par le sinus de l'angle qu'il y a entre le vecteur L et le vecteur B. Ici, votre vecteur L pointe vers la droite. Votre vecteur champ magnétique sort de l'écran. Donc il y a un angle de 90 degrés entre les deux. Sin de 90 degrés, ça donne 1. Donc, il nous reste juste les modules ici à calculer. Donc, le courant dans le fil 2, c'est 4 ampères. La longueur du morceau de fil, on avait dit dans la question, c'était 0,5 mètres. Et le module du champ magnétique qu'on retrouve ici, ben, on l'a calculé dans la première partie de notre équation. C'est 3 fois 10 à la moins 7 Tesla. Donc, on calcule tout ça. Et ça nous donne le module de la force magnétique que le fil 2 va ressentir. On sait que c'est une force qui va pointer vers le bas. Donc, c'est en moins J. Okay, donc, on a notre réponse ici. Okay. Ici, on l'a fait de manière numérique. Hein, si vous voulez, j'ai remplacé les chiffres. Là, je vous explique qu'est-ce que ça donnait. Okay. J'aimerais quand même ça juste faire quelque chose avec vous. C'est qu'on va refaire un peu cette situation-là, mais on va le faire uniquement en algèbre. Okay. Puis même pour être sûr qu'on comprend bien qu'est-ce qu'on calcule, qu'est-ce qui est quoi, c'est-tu le fil 1, c'est-tu le fil 2 pour pas se mélanger, là, je vais faire une espèce de code de couleur. Donc tout ce qui concerne le fil numéro 1, je l'ai mis en rouge, et tout ce qui concerne le fil numéro 2, je vais le mettre en bleu. Okay. Donc ce qu'on a fait dans cette situation-ci, c'était de calculer la force magnétique que le fil 2 a ressenti. Mais on sait que c'est comme le fil 1 qui crée du champ magnétique sur le fil 2 pour l'attirer. Donc on peut rappeler ça que on pourrait dire que cette force-là, c'est la force magnétique que le fil 1 a exercée sur le fil 2. On va calculer ça, okay, qui est vraiment l'équivalent de la situation qu'on vient de faire. Puis aussi, après ça, on va faire le contraire, on va calculer l'inverse. On va calculer ce serait quoi la force magnétique que le fil 2 exercerait sur le fil 1. Okay. Et on va découvrir quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si vous le voyez déjà tout de suite, mais on va découvrir quelque chose d'intéressant. Vous allez voir. Okay. Puis ça va être un bon exercice aussi pour voir là, de bien visualiser qu'est-ce qu'on calcule, qu'est-ce qui concerne quel fil, là, et ainsi de suite. Okay. Donc, si on veut calculer la force magnétique que le fil 1 agit sur le fil, que le fil 1 exerce sur le fil 2, okay, c'est sûr qu'on va utiliser l'équation ici, okay, qu'on a déjà vu là, pour calculer la force qui agit sur un fil, c'est I, produit vectoriel de L avec B. Fait que si nous, on s'intéresse à la force que le fil 2 ressent, ça va concerner donc les caractéristiques du fil 2. Donc, ça va être le courant du fil 2 fois le vecteur L du fil 2 et multiplié par le champ magnétique dans lequel le fil 2 se trouve. Et ça donne que le fil 2 se trouve dans un champ magnétique qui a été produit par le fil 1. Donc, on va appeler ça B1. Okay. Donc c'est ça. Si on regarde les caractéristiques du fil 2, que j'ai tout indiqué en bleu, là, fait que le fil 2, il porte un courant I2, on peut définir un vecteur L là, qui pointe dans le même sens que le courant, donc ça c'est notre vecteur L2. Okay. Et ensuite de ça, on sait que
Le champ magnétique qu'on va devoir utiliser dans notre calcul, c'est le champ magnétique qui est produit par le fil numéro 1. Le fil numéro 1, il y a un courant I1 qui va vers la droite, et quand on fait notre règle de la main droite, on voit que le fil 1 va produire sur le fil 2 du champ magnétique qui sort de l'écran, le vecteur B1 qui est ici. Et là, ce qu'on fait ensuite de ça, c'est qu'on va faire la règle de la main droite. On va dire le vecteur L pointe vers la droite, le champ magnétique sort de l'écran, ça nous fait donc un pouce qui est vers le bas. Donc on sait que la force magnétique que le fil 2 va ressentir, ça va être une force magnétique qui va pointer vers le bas. Et là, après ça, on peut faire les calculs. Fait qu'il faut calculer le module de ça. Donc, ça va être I2 fois L2 fois B1, fois le sinus de l'angle qu'il y a entre le vecteur L2 puis le vecteur B1. Notre vecteur L2 pointe vers la droite, notre vecteur B1 sort de l'écran, donc c'est à 90 degrés. C'est une 90 degrés, ça donne 1. Donc, ça va juste être égal à 1. Il va juste nous rester à calculer ça. Donc, c'est I2 fois L2 et B1. On le calcule avec la formule de la section 4.6, mu0 sur 2pi fois I1 sur R1. C'est le champ magnétique que le fil numéro 1 a produit à cet endroit-là. Donc le fil numéro 1, il y a un courant I1, c'est ça qui a créé le champ magnétique B1. Et la distance qu'il y a entre le fil numéro 1 et l'endroit qui nous intéressait, c'est la distance que j'ai appelée R1 pour l'instant, mais ça va être juste R, c'est la distance qu'il y a entre les deux fils. Donc ça donne ça ici. Okay, le L2, je l'ai appelé juste L, parce qu'on suppose que les deux fils ont la même longueur. Donc, ce que ça donne, une fois tout rassemblé ensemble, ça donne mu0 fois L sur 2πr fois I1 fois I2, donc le produit des deux courants. Okay. Ça, c'est l'équivalent de ce qu'on a fait dans la situation. Alors, on l'avait fait en chiffres, ici, je l'ai fait juste en algèbre. Okay. Puis là, ce que je veux faire avec vous, c'est de faire l'inverse. Calculer c'est quoi la force magnétique que le fil 2 exerce sur le fil 1. Fait que c'est pas mal la même procédure. Là. Ce qu'on ferait, c'est que là, on s'intéresse au fil 1. Fait qu'on va utiliser l'équation de la force ressentie par un fil pour le fil 1. Fait que c'est le courant 1 avec le vecteur L1. Okay. Et là, ce fil-là se trouve dans un champ magnétique. Le champ magnétique a été produit par le fil 2. Fait qu'on va appeler ça B2. Okay. En fait, c'est ça, c'est que le fil 2, il porte un courant qui va vers la droite. Fait que si avec votre main droite, là, vous mettez votre pouce vers la droite et vous faites le sens d'enroulement de vos doigts, vous allez voir que le fil 2, à l'endroit où se trouve le fil 1, il va faire un champ magnétique qui entre dans l'écran, hein, le champ magnétique B2. Et là, on fait la règle de la main droite ici, là, le produit vectoriel entre L1 et B2. Votre vecteur L1 pointe vers la droite, vecteur B2 entre dans l'écran. Ça vous fait donc un pouce qui pointe vers le haut. Donc ça, c'est la force magnétique que votre fil 1 va ressentir. Et si on veut calculer le module de cette force-là, on calcule le module de ça ici, donc ça donne I1 fois L1, le module de B2 qu'on va calculer tantôt, fois le sinus de l'angle entre le vecteur L1 et le vecteur B2, mais ça va être encore à 90 degrés parce que L1 pointe vers la droite, B2 entre dans l'écran, donc un angle de 90 degrés entre les deux, sin 90 degrés, ça donne 1. Il nous reste seulement à calculer ça, puis B2, on le calcule par la formule là, de la section 4.6, et là c'est vraiment le champ magnétique qui est produit par le fil numéro 2, donc ça concerne le courant I2, hein, qui circule dans le fil 2, et la distance que j'appelle R2 pour l'instant, mais qui va juste être égale à R. Hein, c'est la distance entre nos deux fils. Et quand on combine tout ça ensemble, L1, je l'ai appelé juste L, parce que bon, les deux fils ont la même longueur. Okay? Vous voyez que ça donne exactement la même chose. Okay? mu0 fois L sur 2πr fois I1 fois I2. Okay? Donc, la force magnétique que le fil 1 produit sur le fil 2, c'est exactement égal à la force magnétique que le fil 2 produit sur le fil 1. Okay? Les deux forces ont exactement le même module et ils pointent dans deux directions opposées. La force ci, elle pointait vers le bas, la force ci, elle pointait vers le haut. Okay? C'est sûr que ça va donner ça. C'était sûr et certain que ça allait donner ça parce que ça, là, c'est la troisième loi de Newton. C'est la loi d'action-réaction que vous avez vu quand vous avez fait votre cours de physique mécanique, physique NYK. La troisième loi de Newton, ça peut s'écrire comme ça. Hein? FA sur B est égal à moins FB sur A. C'est-à-dire que si un objet A exerce une force sur un objet B, ben, par le principe d'action-réaction, l'objet B va exercer exactement la même force sur l'objet A et les deux vecteurs vont pointer dans le sens contraire. C'est pour ça qu'on a le signe négatif ici. Fait que c'est exactement ça. Dans le fond, ça dit que si vous écrivez la force de l'objet A sur l'objet B, si vous changez les deux indices A et B, ça va donner exactement le même vecteur dans le sens contraire. Fait que c'est exactement ça qu'on avait ici. La force magnétique que 1 fait sur 2 et la force magnétique que 2 fait sur 1, on a simplement changé les indices. Donc, si on change les indices, ça va donner exactement le même vecteur, mais qui va pointer dans la direction contraire. Okay? Donc, le vecteur bleu ici, le vecteur rouge ici, ce sont deux vecteurs là, qui forment une paire action-réaction. Okay.
Fait que ça, c'est une des choses que je voulais vous montrer aussi. Okay? Donc, ce qu'on peut tirer de ça comme conclusion, c'est que quand vous avez deux fils électriques parallèles l'un à l'autre, et qui ont chacun du courant électrique qui va dans la même direction, comme si les deux courants électriques allaient vers la droite. Okay? Ce que ça va donner comme résultat, c'est que ça va donner que les deux fils vont s'attirer l'un l'autre. Okay? C'est même pas important que les deux fils aient ou non le même courant électrique. Hein? Parce que de toute façon, la force que un fait sur l'autre ou que l'autre fait sur un, ça dépend du produit des deux courants. Fait que même si vous aviez par exemple deux fils électriques, puis que le courant, mettons, I1, il était 10 fois plus grand que le courant I2, ben, il n'y a pas un des fils qui serait plus attiré que l'autre. Les deux fils seraient attirés de toute façon avec la même force. Et la force serait égale au produit des deux courants. Fait que c'est même pas, c'est pas obligé que les deux courants soient égaux. Peu importe. Dès que vous avez deux fils parallèles l'un à l'autre, avec des courants qui circulent dans la même direction, les deux fils vont s'attirer avec exactement la même force. C'est action-réaction. Okay. Exactement comme c'est montré dans cette animation-là. Donc, une petite animation que j'ai trouvée sur Internet. Vous avez deux fils, là, c'est ces deux fils verticaux, dans ce cas-ci, avec des courants qui vont dans le même sens. Mettons, si les deux ont un courant qui vont vers le bas, quand on va brancher, quand on va faire passer le courant, les deux fils vont s'attirer. Fait que vous voyez, ils vont se déformer, ils vont comme s'attirer, puis quand on coupe le courant, ils vont arrêter de s'attirer. Okay. Et si on avait au contraire deux fils qui sont parcourus par des courants qui circulent en sens inverse, ben là ce serait le contraire qui se produirait. Ce serait deux fils qui se repousseraient. Hein? Ils se repousseraient l'un l'autre, comme c'est montré dans l'animation. Okay. Et si on coupe le courant, ben là, les fils vont juste reprendre leur position normale. Okay. Ben voilà, ça fait le tour là, de la section 4.6. Donc on a fait, je vous ai présenté en fait les trois situations qui vous montrent ça vous montre une idée des styles de problèmes que vous pouvez rencontrer dans cette section-là. Et toujours faire attention d'appliquer les lois correctement, utiliser la règle de la main droite pour savoir dans quel sens pointent les champs magnétiques, les forces et tout. Donc c'est toujours important, la règle de la main droite là, tout au long du chapitre 4. Donc, voilà, bonne journée et à la prochaine!